Ça y est, je t'ai guéri. Ciccio Bello Bobo, il a toujours besoin de toi. En exclusivité sur Wii U. Ah, la voilà. Lego City. Incarnez Chase McCain, le policier à la tchatchkileka pour remettre de l'ordre dans Lego City. C'est la pagaille dans la ville depuis l'évasion du dangereux criminel Rex Fury. À vous de le traquer dans ce monde en briques gigantesque à l'aide d'une centaine de véhicules. Toute une ville Lego dans votre console. Pack Lego City Undercover Wii U. Jeu plus console. Nerf présente la puissance élite. Avec le Rampage et son chargeur, 25 cartouches, tu tires en rafale à plus de 20 mètres. C'est la puissance hallucinante élite. Prends une longueur d'avance avec le Rampage. Nerf, pure action, pur délire. Découvre la préhistoire grâce au jeu Sur la Terre des dinosaures. Avec ton PlayStation Move et ton Wonderbook, tu as tous les outils pour explorer le passé et défier les plus grandes créatures de tous les temps. Wonderbook, le livre magique, exclusivement sur PlayStation 3. Hey, je te fais la passe et tu dribbles. Ouais. Pour être en forme, Dépense-toi bien. Bah Louis, l'arbre aurait pu tomber sur votre maison. Plus de peur que de mal, comme on dit. Oui, enfin, sauf que je venais juste de finir d'y installer ma cave à vin. Et apparemment, vous n'aviez pas encore pris cette option dans votre assurance habitation. Choisir une assurance habitation ne doit pas se faire à la légère. Vous devez vérifier un certain nombre d'éléments avant de souscrire. Il faut veiller à ce que votre contrat contienne les garanties fondamentales, les garanties donc des dommages tels que le vol, le vandalisme, catastrophes naturelles et dégâts des eaux. Vous devez aussi veiller à ce que votre contrat comprenne la garantie responsabilité civile qui couvre tous les membres du foyer en cas de dommages causés par un tiers. Vous pouvez aussi souscrire des garanties optionnelles, comme par exemple la protection juridique ou l'assistance, qui peuvent s'avérer utiles en cas de sinistre. Prêtez une attention toute particulière au plafond des garanties et aux franchises. Le plafond de garantie, c'est le montant maximal que va vous donner l'assureur en cas de sinistre. La franchise, c'est le montant qui reste à la charge de l'assuré. Par exemple, si vos meubles sont indemnisés pour 10 000 €, avec une franchise de 500 €, l'assureur vous remboursera 9 500 €. Enfin, il existe deux types de remboursement en matière de sinistre. Un remboursement à valeur à neuf, ça veut dire que l'assureur va rembourser le prix du bien assuré sans tenir compte de l'usure du bien. Et un remboursement à la valeur d'usage, c'est-à-dire que l'assureur va appliquer un taux de vétusté en fonction de l'état du bien et de son âge. Dans tous les cas, conservez bien toutes vos factures d'achat. En ce qui concerne l'assurance habitation, vérifiez les garanties prévues dans votre contrat. Faites très attention au plafond de garantie et aux franchises. Enfin, vérifiez bien les modalités d'indemnisation des biens en cas de sinistre. Oh non, non, non! Pas mon château la Courge 76, non! Cet hiver, venez assister au Festival de cinéma européen des Arcs. Du cinéma, du ski, des concerts et des invités exceptionnels dans un cadre magnifique. Du 14 au 21 décembre 2013. Alors vous êtes décidé? Oui. Alors? Celle-là. Laquelle? La Golf? La Golf ou le Tiguan? D'accord. Le plus dur, c'est de choisir. Du 1er au 31 décembre, profitez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Volkswagen, das Auto.
Le musée Jacques-Marandré à Paris présente l'exposition Désir et volupté à l'époque victorienne. Découvrez des peintres comme Alma Tadema, Rossetti ou Burne-Jones qui ont en commun de célébrer le culte de la beauté. Sous leur pinceau, la femme se transforme en héroïne antique, amoureuse inconsolable ou femme fatale. Retrouvez cette exposition jusqu'au 20 janvier. Avez-vous déjà dormi avec un éléphant? Découvrez l'effet apaisant de l'infusion Nuit Tranquille éléphant. Camomille, tilleul, feuilles d'oranger, son goût est si puissant. Infusion Nuit Tranquille. Oh, quel effet l'éléphant! Little Italy, le nouveau spectacle de Roberto Alagna. De Mario Lanza à Dean Martin et Sinatra, Roberto Alagna rend hommage au plus grand crooner italo-américain. Roberto Alagna en tournée dans toute la France. Little Italy. France 3, partenaire du spectacle musical Tristan et Iseult. Après Anne de Bretagne et Excalibur, Alan Simon présente la légende des célèbres amants. 60 artistes internationaux pour la plus belle des histoires d'amour, mêlant ballet classique, danse irlandaise, chanteurs, acteurs, orchestre symphonique et musiciens celtiques. Retrouvez Tristan et Iseult le 7 mars pour la première mondiale au Zénith à Nantes. Prêt, Magic? Prêt. Top, quelle notion de physique qui représente le mouvement peut être exprimée en mètres La par vitesse. seconde? Ah oui, exactement. Ubiquité. Ah oui. Mur du son, Oui. lumière. Mais comment vous faites? Avec Magic, ça va très vite. Oh, faut être sur le coup, Julien. Oh ça, alors ça va trop vite, j'arrête tout, j'en ai marre. Retrouvez Magic sur magicnoel.com. Les étoiles du sport, c'est à La Plagne. Little Italy, le nouveau spectacle de Roberto Alagna. De Mario Lanza à Dean Martin et Sinatra, Roberto Alagna rend hommage au plus grand crooner italo-américain. Roberto Alagna en tournée dans toute la France. Little Italy. Les chats feraient n'importe quoi pour Catisfactions. Catisfactions, ce sont d'incroyables gourmandises. Croustillant dehors, moelleux dedans et moins de 2 kilocalories chacune. Catisfactions, les chats en raffolent. Chez Bosch, nous relevons tous les défis pour économiser l'eau. Avec le lave-vaisselle Active Water de Bosch, vous ne consommez que 6 litres d'eau pour une vaisselle toujours impeccable. Et pour une brillance éclatante avec si peu d'eau, Bosch recommande le nouveau Finish Quantum Power Gel. Parfait. Bosch, des technologies pour la vie. Bonjour, soyez les bienvenus dans La Voix est libre, un petit peu plus tôt que d'habitude pour une émission spéciale élection municipale. Quels sont les grands enjeux de la campagne? Eh bien, nous allons en parler avec la députée de Vitré, Isabelle Le Callennec pour l'UMP, le député de Quimper, Jean-Jacques Urvoas pour le Parti socialiste, le président du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil régional, Guy Asquette, et Gilles Penel pour le Front National. Il est le secrétaire départemental en Ille-et-Vilaine du parti de Marine Le Pen. Vous aussi, vous pouvez poser vos questions en direct via Twitter, hashtag LVEL Bretagne. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h20. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France 3 à Bretagne. Au sommaire de cette émission, bien sûr, le pacte d'avenir signé hier par le Premier ministre à Rennes. Nous allons commenter ensemble ces déclarations. Ce sera le premier chapitre. Ensuite, un face-à-face Guy Asquette, Gilles Penel sur le désenchantement des électeurs face à la politique. Isabelle Le Callennec et Jean-Jacques Urvoas débattront ensuite du ras-le-bol fiscal. Et puis, vous serez de nouveau réunis tous les quatre à la fin de l'émission pour commenter les actualités fortes de la semaine. Thomas Frino, politologue, est également avec nous. Il va nous livrer son analyse durant toute cette émission.
On parle donc du pacte d'avenir et tout d'abord cette image, bien sûr, du Premier ministre Jean-Marc Ayrault venu à Rennes hier pour signer le pacte d'avenir. Il l'avait promis, il était donc là. On le voit signant ce document à côté du président de la région, Pierrick Massiot, et du préfet de la région Bretagne, alors devant une assistance nombreuse, même s'il y avait aussi des gens à l'extérieur, notamment des syndicats, pour dire leur manifestation face au contenu du pacte. Et puis, une large partie de l'opposition avait aussi boycotté cette cérémonie. De l'enfumage et une coquille vide. Voici les propos, par exemple, de Christian Troadec, l'un des leaders des bonnets rouges sur ce pacte d'avenir. On pourrait citer aussi le pacte d'avenir prépare les crises du futur. Ça, c'est un communiqué officiel d'Europe Écologie Les Verts Bretagne. Marc Le Fur a dit, c'était avant la signature, on ne voit rien de positif dans le pacte d'avenir. Alors, seulement 46 conseillers régionaux sur 82 l'ont voté. Est-ce que c'est parce qu'il manque d'ambition ? Jean-Jacques Urvoas. Moi, je trouve que ce pacte d'avenir, il réunit 3 qualités. D'abord, c'était une main tendue que le gouvernement a fait à la Bretagne et les Bretons l'ont tenue, l'ont saisie. On y voit quoi ? Des confirmations. Il y a des décisions qui avaient déjà été prises mais qui manquaient de financement. C'est le cas notamment de la RN 164, celle qui traverse le centre-Bretagne. Il y a des impulsions nouvelles. Il y a des choix pour soutenir de l'investissement public. C'est vrai dans le domaine du logement, c'est vrai dans le domaine de l'aquaculture par exemple. Et puis il y a des annonces, puisque le Premier ministre a notamment indiqué hier que le siège d'Ifremer allait venir à Brest, ce qui est une confirmation de la vocation maritime de la Bretagne, qui est un des axes de ce pacte d'avenir. Donc moi, je regrette que tout le monde ne soit pas venu, mais la porte n'est pas fermée, parce que le travail ne fait que commencer. Ifremer-Brest, d'ailleurs, ça fait l'objet d'un tweet de Laurent Prunier, candidat à la candidature pour la droite à la mairie de Brest. Et il se réjouit effectivement de cette annonce, même si, nous dit-il, c'était cousu de fil blanc. 2 milliards... C'est pas vrai, puisque l'autre ville qui était candidate, parce qu'aujourd'hui le siège est à Issy-les-Moulineaux et ça représente 200 salariés. Et l'autre ville qui était candidate, c'était Nantes. Donc on l'a emporté. Donc c'était pas cousu d'avance. Sur l'enveloppe, 2 milliards d'euros... Finalement, est-ce que c'est mieux que ce que disait le contrat de plan État-région ? Qui veut prendre la parole ? Moi, je pense qu'il n'y a rien à attendre de ce pacte d'avenir. Les Bretons n'ont rien à attendre. On ne peut pas demander à ceux qui ont allumé l'incendie de l'éteindre. Je pense qu'hier, on a eu une visite éclair d'un Premier ministre qui est venu dans un véritable camp retranché. Quand M. Ayrault vient en Bretagne, il faut déployer des forces de police considérables. Quand Marine Le Pen vient, elle est accueillie par la population. Mais c'est beaucoup de formules, mais sur l'enveloppe. 2 milliards d'euros, c'est un effet d'annonce. Dans la réalité, ce sont des crédits qui souvent ont déjà été budgétés. Donc c'est un immense effet d'annonce. On essaye d'éteindre un incendie, une colère légitime qui est en Bretagne, mais on ne remet pas du tout en cause la politique qui provoque ce marasme en Bretagne, c'est-à-dire l'ultralibéralisme de l'Europe de Bruxelles. Nous, ce qu'on a observé depuis le départ avec ce pacte pour la Bretagne, c'est qu'il compile en fait un certain nombre de dispositifs qui existent déjà, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Sur les 2 milliards, il faut savoir raison garder, ce sont des crédits qui étaient déjà fléchés. On espère juste qu'ils soient maintenant consommés. On a fait les calculs de l'argent vraiment nouveau. Il y en a entre 20 millions et 40 millions d'euros. Mais la Bretagne a un problème, comme toutes les régions de France, de compétitivité. Et quand on lit ce pacte pour la Bretagne, moi j'ai fait l'effort de le lire quand il est sorti, il y a plus de 80 pages, on ne voit pas ce qui va pouvoir sortir notre région, mais pas seulement la Bretagne, du marasme dans lequel elle s'est enfoncée. Et franchement, le président de la République, on l'entend peu sur ce sujet-là. Il a dit il sait ce qu'il doit à la Bretagne, effectivement. La plupart des Bretons, une majorité a voté pour lui. Mais aujourd'hui, elle est extrêmement déçue. Extrêmement déçue. On ne l'entend pas. Et avec cette signature, le Premier ministre a fait le déplacement, c'est pas tous les jours. Le Premier ministre a fait le déplacement à Rennes, alors qu'il est attendu depuis de nombreux mois dans le Finistère. Ça fait une vraie rupture avec Sarkozy quand même. Et donc, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il vient ici... Que ce gouvernement, en tout cas, respecte la Bretagne, puisqu'il y vient régulièrement. Ce qui sur la méthode, on nous resserre quelque chose qui existe déjà. Moi, j'observe que les socioprofessionnels ont fait d'énormes efforts et qu'ils ont fait des propositions. Ils ne les retrouvent pas. C'est la raison pour laquelle le Césaire, le Conseil économique et social régional environnemental de Bretagne, quand vous additionnez les gens qui sont contre et les abstentions, c'est plus nombreux que ceux qui ont voté pour.
Au Conseil régional cette semaine, il y a 10 voix d'écart seulement. Donc je crois que ce gouvernement qui prétend dialoguer doit le faire, mais pas à sens unique. Moi, je reprendrai les propositions qui ont été faites, je verrai comment les rendre compatibles en termes d'économie, de social et d'environnement, mais je changerai totalement le mode d'approche qui aujourd'hui est plutôt ça vient d'en haut et vous signez en bas. Justement, intéressant. Oui, Guy Asquad, vous n'avez pas encore pris la parole. Pardon, mais c'est juste pas vrai. Quand on est sur la méthode, on peut au moins se mettre d'accord là-dessus. Tous ceux qui ont voulu venir sont venus. Il y a eu 30 réunions. Il y a eu 6 semaines de travail. C'est court, mais je crois que certains nous disent qu'il faut accélérer les procédures. On a accéléré les procédures. Là où j'ai un vrai point d'accord sur ce que vous avez dit, c'est que ce chiffrage de 2 milliards ne dit pas grand-chose. Parce que d'ailleurs, il n'est pas dans le pacte d'avenir. Je ne sais pas qui a inventé ce chiffre, mais il n'y est pas. Parce que si vous prenez la totalité de l'investissement des 5 collectivités bretonnes, en 2014, vous êtes déjà à 1,4 milliard. Donc moi, je ne plaide pas pour 2 milliards. Je dis, regardons ce qui est pris, demandons ce qui n'est pas encore acquis, et engageons le travail. Alors, on ne va pas faire la guerre des chiffres, peut-être, ou non, simplement pour dire, parce qu'il faut que les choses soient positionnées. Il y a nécessité, et il y avait nécessité de prendre des mesures d'urgence. Je pense notamment sur les questions sociales, sur les branches en difficulté en réponse aux salariés. Après, on dit on pacte d'avenir. Et on se précipite en 6 semaines ou 8 semaines pour projeter des choses à 15 ou 20 ans. Et ma crainte, je vous le dis très nettement, il y a des éléments intéressants dans le pacte. Il y en a qui sont, pour nous, des dossiers qui ne devraient pas s'y trouver. On sait lesquels, on connaît nos désaccords. Il y a toutes les innovations et les nouveautés qui devraient prendre place non seulement dans le pacte, mais être au cœur du pacte. Et on est dans une époque où on nous dit les financements sont rares, on continue d'engager des grands dossiers, des grosses infrastructures à centaines de millions ou à milliards pour une. Et après, qu'est-ce qu'on va nous dire quand il s'agira de financer les industries nouvelles en énergie renouvelable, la rénovation de l'ensemble du parc bâtiment, l'adaptation des réseaux électriques intelligents? C'est-à-dire qu'il y a des tas de dossiers. Donc pacte, oui, mais pacte d'avenir, non. Et notre posture a été celle-là. On ne peut pas traiter les choses en 8 semaines. Je pense par ailleurs, néanmoins, que si l'état d'esprit sur la décentralisation, confirmé par le Premier ministre hier, avait été annoncé 4-5 mois en amont, après que le Conseil régional se soit mobilisé avec toutes les forces vives bretonnes pour faire des propositions fortes, peut-être que l'état d'esprit de la Bretagne serait différent au moment où on en parle, et peut-être que l'automne aurait été tout à fait différent aussi. Et je crois qu'il y a un problème de rythme. On accélère sur le pacte d'avenir, on dit on prend 40% de l'argent du futur contrat de plan pour l'agro. Il est né, ce pacte d'avenir, il est né d'abord de la contestation dans la rue aussi. Oui, il y a beaucoup de propositions qui sont à moyen ou long terme. Est-ce que vous pensez que ça va répondre aux attentes des salariés en difficulté, par exemple? Moi, je pense qu'effectivement, c'est eux qui étaient dans la rue d'abord. Il y a une d'abord. légitime colère, et je pense que ce pacte d'avenir est un effet d'annonce pour essayer d'éteindre cette colère. Mais cette colère ne va pas s'éteindre, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Tant qu'on ne remettra pas en cause l'ultralibéralisme, l'ouverture des frontières qui provoque les difficultés de GAD, de Carl Zeiss à Fougères, de Tapco et hier à Guy Prix de cette entreprise qui va fermer 44 salariés parce qu'elle délocalise en République tchèque, on aura les mêmes effets. Certaines de ces entreprises touchent aussi beaucoup d'argent de l'Europe. Sur l'incidence sur le scrutin qui nous attend là en mars, est-ce que vous pensez que les candidats devront être bonnet rouge compatibles pour convaincre, hein? Est-ce que ça va rentrer dans le débat? Moi, je pense que les Bretons, ils attendent du concret et des actes. Or, il y a quand même dans ce pays un décalage qui devient insupportable entre les annonces, les discours et les faits. Décidément, je dirais avec ce pacte pour la Bretagne, on a l'illustration qu'on est dans la communication, mais que ce n'est pas suivi des faits. Je vous prendrai un exemple sur la formation professionnelle. On attend beaucoup de la formation professionnelle, notamment pour les salariés qui vont devoir quitter leur emploi et qui vont pouvoir en trouver un autre, ce qu'on espère. Eh bien, on s'aperçoit que ce gouvernement qui a les leviers, ça fait quand même 18 mois qu'ils sont au pouvoir, dans le domaine de la formation professionnelle, n'a pas avancé d'un pas. Or, c'est une compétence de la région. Quand on parle de régionalisation, moi j'ai envie de dire banco, ça fait 10 ans que la région est dirigée par vos collègues socialistes. Dans le domaine de la formation professionnelle, qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui, on dit qu'il faut l'alternance, l'apprentissage. On est en train de vider nos sections d'apprentissage.
On parle de lutter contre l'illettrisme. On découvre qu'il y a l'illettrisme dans les entreprises. Mais que n'a-t-on fait pendant 10 ans? Donc, il faut arrêter les discours et passer aux actes. Les candidats, donc, ça c'est sur le fond, mais on est là aussi pour parler des élections municipales. Est-ce que les candidats de vos formations politiques vont devoir aborder le sujet sur le terrain? Est-ce que ça fait bouger les lignes? On voit Thierry Méret de la FNSEA associé à Christian Troadec, un maire d'hiver gauche. Alors, est-ce que ça bouscule un petit peu les lignes? On voit qu'il y a un problème de gestion socialiste, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local aujourd'hui. On avait compris, Isabelle Le Calenay. Moi, je veux dire une chose très simple, c'est qu'il va falloir parler un langage de vérité aux Bretons, aux Bretonnes. Il faut arrêter le mélange de tout et de son contraire. Vous parlez de M. Troadec, très bien. Je veux dire, on est dans une annonce démagogique, en posture démagogique. On ne peut pas à la fois dire on veut moins d'impôts, mais plus de subventions. Être dans l'agroalimentaire en concentration, accélérer la concentration. On sait très bien que le risque, c'est qu'il y ait 15-20 000 exploitants agricoles de moins dans 10 ans. On sait très bien qu'il y a des risques sur certaines filières qui ne pourront être redressés que par plus de valeur ajoutée dans le territoire breton. Donc c'est quoi cette agriculture de demain? Mais comment, et si on répondre à cette question, comment vous allez vous situer les uns les autres politiquement face à ce mouvement dans la campagne? Qu'est-ce qui se discute dans vos formations? Allez au langage de vérité, expliquer les choses aux gens. Et arrêtez de dire que quand on donne des gros chèques à des gens qui veulent accélérer la concentration, c'est comme ça qu'on va sauver l'emploi. Ça, c'est de la pure démagogie, c'est un mensonge. Donc je pense qu'il faut aller à la pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens. L'élection dont vous nous conviez à parler est l'élection municipale. Oui. Le mouvement des bonnets rouges, dont je ne suis pas certain qu'entre, justement, pour citer les deux personnalités que vous avez évoquées, Thierry Méret de la FDSEA et Christian Troadec de la FDSEA, ne partagent grand-chose en termes de philosophie politique, si ce n'est un certain talent pour la médiatisation de leur action. On a dit la même chose de beaucoup de personnes qui ont participé aux manifestations et qui ont réuni 20 ou 30 000 personnes. C'est pour ça que je regarde ce mouvement avec beaucoup d'attention. Parce qu'il porte une protestation, je ne suis pas sûr qu'il porte une proposition. Mais dans les élections que vous évoquez, à Quimper, dans la circonscription où j'ai le privilège d'être élu, dans les communes où il va y avoir là aussi les élections, je pense que ça n'a pas d'impact. Ce qui a de l'impact, c'est les questions auxquelles les Français, et en l'occurrence les Quimpérois ou les habitants de Briec ou ceux de Fouesnant, vont être confrontés à dire qu'est-ce qu'on fait de leurs impôts, est-ce qu'on fait des schémas de transport, oui je sais bien, mais est-ce qu'on fait des schémas de transport pour permettre justement de favoriser le transport collectif, qu'est-ce qu'on fait des équipements publics, est-ce qu'on rentre dans des innovations en matière pédagogique? Ce sont ces questions-là, me semble-t-il, qui vont de cœur. Il y a un contexte. Le contexte, il est difficile pour la gauche aujourd'hui. Évidemment, ça serait stupide de le nier, mais c'est justement le problème des campagnes électorales que de faire changer des climats pour porter des espoirs. Alors, on voit un tweet de Marc Ouattanea, que vous connaissez bien. Du Parti Socialiste à Brest. Ras-le-bol des bonnets rouges qui ne représentent qu'eux et pas les Bretons. C'est assez insultant quand même pour les gens qui sont, et notamment la classe moyenne qui devait être épargnée par le matraquage fiscal du gouvernement. C'est assez insultant pour les gens qui sont déplacés dans la rue de façon très digne. Oui, je crois qu'ils ne représentent pas les Bretons. Ils sont des Bretons. Mais il ne représente pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que M. Troadec ne représente pas les Bretons. Il s'est autoproclamé responsable des bonnets rouges. Il a toujours travaillé avec le Parti socialiste ou la gauche. Il a appelé à voter socialiste au second tour des législatives. Il est pour moi collectivement responsable de la situation de la Bretagne. Par contre, dans les bonnets rouges, oui, effectivement, il y a toutes ces classes moyennes, il y a tous ces agriculteurs, ces petits chefs d'entreprise, tous ceux qui travaillent et qui veulent travailler ici. Et je pense qu'aux élections municipales, oui, ils vont pouvoir s'exprimer. Mais derrière les élections municipales, il y a aussi les élections européennes, très vite, qui vont arriver et qui vont être un véritable test en Bretagne. Et on va avoir de très grosses surprises. Je sais que c'est un des gros enjeux pour vous au Front National. Un sujet qui peut-être rassemble quand même dans ce dossier, c'est celui de l'expérimentation, de la décentralisation. Ouais. Jean-Marc Ayrault en a parlé hier. On va l'écouter et puis on entendra vos commentaires ensuite. Je souhaite donc que l'on expérimente des modes d'organisation innovants ou l'exercice différencié de certaines compétences. Je pense notamment ici à la compétence dans le domaine de la culture, mais il y a aussi d'autres thèmes. La Constitution le permet. Et elle permet également des délégations de compétences de l'État aux collectivités locales ou des collectivités locales entre elles. Les outils existent donc pour simplifier l'organisation des compétences. Ils existent pour mieux prendre en compte la réalité des territoires dans le respect de l'unité de la République. C'est l'objectif que nous poursuivons avec Marie-Lise Lebranchu.
Et j'ai toute confiance dans notre capacité à continuer d'avancer dans cette direction. Enfin, il faut que les lois laissent davantage de marge de manœuvre ici au pouvoir réglementaire que les régions pourront exercer, pour adapter les règles aux spécificités des territoires. Et ça existe en Corse, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas en Bretagne ou dans d'autres régions de France. Alors, jusqu'où vous placez cette expérimentation? Isabelle Le Callennec, vous faites Pour beaucoup l'amour. Moi, c'est totalement incantatoire. On avait en 2009 une loi qui allait permettre de simplifier, de rendre plus efficace l'action locale, en spécifiant la région aura telle compétence, le département aura telle compétence, et on ne laisse la clause de compétence générale qu'aux communes. La première chose qu'a fait le Parti socialiste en arrivant aux affaires en juin 2012, c'est de supprimer cette loi. Et aujourd'hui, alors qu'on nous avait promis un acte 3 de la décentralisation, qui se traduit dans les faits par un texte sur les métropoles, dans lequel on a essayé d'introduire ensemble un amendement pour permettre la liberté d'association d'un département à la région voisine, retoqué par le gouvernement et par la ministre, Madame Lebranchu, elle-même. Donc oui, on a le les Télégramme outils, on a de quoi effectivement avancer. À chaque fois qu'il y a des actes concrets pour avancer, même de façon modeste, c'est rejeté. Et même donc, quand des partis opposés s'associent. Même quand des partis associés... Pardon, mais là, il y a une vraie opportunité. Et là, je suis sûr qu'avec Guy Asquat, on va se retrouver, y compris d'ailleurs à l'Assemblée nationale, puisque à la commission des lois que j'ai la chance de présider, il y a un député écologiste breton et UDB, Paul Molac. Qu'est-ce que nous dit le Premier ministre hier? Quelque chose qu'on attend depuis des années. Pas l'expérimentation. L'expérimentation, pour ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose qui est dans la loi et qui ne fonctionne pas. Ouais. L'expérimentation, c'est je dis à la région Bretagne, par exemple la région Aquitaine, vous allez expérimenter la formation des détenus. Si ça marche, j'étends tout ça à la France. Ce n'est pas le sujet. Le but de l'expérimentation, c'est d'appliquer localement pour voir si on fait mieux. Ça s'appelle en réalité, en droit, de la différenciation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un statut particulier pour la Bretagne. Il faut permettre à toutes les régions de se saisir de compétences et d'appliquer les règles nationales en fonction de la réalité géographique. Ça, c'est une vraie décentralisation. Le gouvernement était un peu réservé sur cette question. Il a fait un texte sur les métropoles, ce qui va permettre à Brest d'être métropole, avec Rennes, mais bonjour de l'équilibre, c'est bien, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et nous allons demain, et je vous donne rendez-vous, et invitez-nous, juste après les municipales, parce que le texte vient à l'Assemblée nationale en avril. Ça va être un formidable texte de la décentralisation parce qu'il va libérer les intelligences territoriales. Nous, la Bretagne, et moi j'en suis partisan, si nous décrétons, nous allons faire une collectivité unique. Plus 4 départements, plus une région, une collectivité unique, eh bien nous pourrons le faire si nous le voulons. Vous êtes pour la fusion des départements et de la région? Non, je suis pour la collectivité unique, ça n'a rien à voir. Je suis pour une collectivité on aura des unique. débats, alors, je ne suis pas sûr que ce soit la position de mon parti, ni même de mon groupe. Mais moi, je défendrai cette idée, parce que je la crois audacieuse. Il nous faut avancer dans cette émission. On va conclure ce chapitre par un petit peu de pédagogie. Je me tourne vers Thomas Frinaud, parce que voilà, il faut aussi parler aux téléspectateurs. On semble découvrir ce droit à l'expérimentation dans le débat de ce pacte d'avenir. Et en réalité, c'est possible depuis longtemps déjà, Thomas. C'est possible depuis longtemps. Il y a une pratique ancienne qu'on connaît d'ailleurs bien en Bretagne et en Ille-et-Vilaine, puisque le RMI avait fait l'objet d'une expérimentation à la fin des années 80, comme la prestation expérimentale dépendance au milieu des années 90. Donc la pratique est ancienne, même si elle est relativement faible en comparaison d'autres pays. Comme le Premier ministre l'a rappelé hier, elle reçoit une onction constitutionnelle, puisque depuis une révision de la Constitution de 2003, elle est désormais inscrite dans le texte. Mais elle renvoie à 2 catégories bien distinctes d'expérimentation. Il y a l'expérimentation qui concerne l'État. L'État est à la manœuvre et avant de vouloir généraliser une mesure, il veut la tester sur le terrain. Donc ça, c'est une initiative qui vient de l'État. Et puis, il y a une deuxième catégorie qui était introduite, celle qui intéresse aujourd'hui les collectivités territoriales. C'est la possibilité pour les collectivités territoriales qui le souhaitent de demander à l'État et d'être autorisées d'expérimenter pendant une période déterminée et sur un objet politique déterminé. Ouais. Ça, c'est une nouveauté. Alors, cette nouveauté, il n'empêche que l'État continue à la contrôler. En fait, quand vous faites le bilan de cette expérimentation, c'est un bilan très décevant. Un bilan très décevant pour 2 raisons. La première, c'est qu'on se rend compte que finalement, les collectivités territoriales ne sont pas très demandeuses. Beaucoup de collectivités préfèrent gérer des politiques peut-être plutôt que de les concevoir. Mais la deuxième raison, c'est que quand les collectivités territoriales sont intéressées, l'État jusqu'ici a été très restrictif, c'est-à-dire qu'il a peu autorisé. Et